Bonjour à tous, bienvenue sur Agile World en bon français. C'est une chaîne, c'est la chaîne francophone pour ceux qui connaissent Agile World qui a été créée par le duo d'enfer Sabrina Bruce et Carl Smith. Bienvenue dans notre espace, bienvenue à l'espace que nous avons créé depuis quelque temps, Charles-Louis et moi-même. Bonjour à tous. Oui, bonjour. L'idée avec Agile World, c'est de vous faire découvrir des personnalités, non, pardon, pas des personnalités, des personnes inspirantes qui nous inspirent au quotidien et qui vivent l'agilité dans différentes facettes de leur vie. Ces personnes nous inspirent et on espère aussi qu'elles puissent vous inspirer aussi. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une conversation. Et nous avons aujourd'hui avec nous Francis Lallemand, qui est belge malgré son nom, et un citoyen du monde que j'ai rencontré par hasard, enfin le hasard, hein, autour d'un lunch à midi à Bruxelles, gare du Nord. Et puis depuis, une belle amitié a commencé. Tout d'abord autour de l'agilité, et puis ensuite autour de l'éducation ou l'apprentissage. Euh, voilà, donc Francis, je suis vraiment ravi que tu sois ici avec nous. Merci Charles-Louis, merci Chloé. Je suis ravi d'être là. Voilà. Et merci de m'avoir invité. Je trouve que c'est la première fois depuis les quelques rendez-vous que nous avons que j'arrive avec... j'ai une double énergie. Elle est à la fois calme et je crois qu'elle s'inspire du calme que Francis dégage aujourd'hui. Elle est à la fois calme. Je me sens comme dans un cocon, rien que du moment où je t'ai vu, Francis. Merci de m'apporter cette douceur. Et en même temps, j'ai une énergie de curiosité à son extrême parce que pour moi, je ne te connais pas aussi bien que Charles-Louis. Et je vais laisser Charles-Louis probablement encore plus pousser la présentation, les quelques connexions. Et moi, j'adore ces rencontres où on ne se connaît pas et là, on va découvrir. Et là, pour moi, c'est ça. Je suis dans ma zone de confort totale. J'ai hâte de t'entendre et de voir où est-ce que tu nous amènes aujourd'hui. Merci. Et je me dis que une belle question peut-être pour démarrer cette rencontre, Francis, c'est peut-être parce que je sais que l'apprentissage est un thème central dans ta vie. Euh, Parfois, quand je vois ta bibliothèque, alors je me dis, tiens, mais combien de livres n'a-t-il pas lu? Et ça veut dire les deux choses, hein. Combien de livres as-tu lu et combien de livres n'as-tu pas lu? Et puis je sais que souvent tu vas citer des livres et puis tu vas dire, tiens, c'est là dans tel livre, tel machin. Et donc tu as une connaissance incroyable et en même temps tu as un parcours de vie où je dirais que l'apprentissage, je me souviens que tu es parti pendant quelque temps au Japon aussi pour découvrir, mais finalement, Ikigai, ça veut dire quoi? C'est pas juste quatre cercles qui sont imbriqués, il y a beaucoup plus que ça. Et donc, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus de finalement cette flamme qui te guide? Oui. Euh, euh, c'est la curiosité, la flamme. S'il y a une flamme, c'est la curiosité. Et la curiosité est le produit de la vie elle-même. Donc, s'il y a une flamme, c'est la vie. Et c'est la curiosité, c'est l'ouverture d'esprit, quoi. Donc, c'est avec la curiosité qu'on maintient une ouverture d'esprit. C'est avec une ouverture d'esprit qu'on maintient la curiosité. Et donc, c'est un peu, c'est interconnecté. Oui. Oui, mais c'est là que ça commence. Oui. Ça commence au moment qu'on cesse d'être sûr de tout. Hmm. Et chez moi, ça c'est arrivé tôt dans ma vie, que Ah je bon? n'étais Quel plus moment? sûr. Parce que moi, ma génération, c'est la génération des hippies.
Donc, toute ma génération n'était pas du tout sûre de l'autorité, de la hiérarchie et de tout ce que les personnes d'autorité, soi-disant, dans l'hiérarchie, nous racontaient. Donc, on se doutait. Donc, et dans le fait de se douter, euh, euh, c'est là que la curiosité prend racine, quoi. Je trouve ça très puissant que tu dises justement que ce doute et cette curiosité sont très interconnectés. Euh, et, et en même temps, c'est une force euh, parce que pour beaucoup de personnes que je côtoie aujourd'hui, le fait de ne pas être sûr de quelque chose, ça fait peur. C'est, Ouais. mais il faut absolument que je sache. Est-ce que tu peux me donner tes prévisions exactes sur les 6 prochains mois? Et donc, il y a une certaine peur de l'inconnu qui, chez toi, est devenue une flamme. Euh, et je- Oui. Oui. Et voilà aussi pourquoi j'ai très tôt senti que l'agilité euh, était une expression de ce que je vivais. Parce que au moment qu'on commence à se douter, c'est là qu'on entre dans le monde des incertitudes. Hmm. Et l'agilité, en fait, vous le savez, c'est c'est une approche pour pouvoir euh, vivre avec, mais plus que vivre avec, pour pouvoir aimer, embrasser les incertitudes de la vie, les incertitudes qui se posent dans la connaissance communale ou globale de l'humanité. Hmm. Embrasser l'incertitude, c'est magnifique. Ça me fait penser aussi à une présentation de Jeff Patton qu'il avait intitulée Embrace Uncertainty, où il parle justement aussi de l'agilité et de comment avoir une autre approche produit que celle qui prévoit sur 6 mois exactement ce qu'on va faire, avec des plans bien structurés, tout ça, et qui laisse peu de place pour les surprises. Et nous le savons tous. Alors, on est au mois de novembre 2021, donc ça fait presque 1 an et demi qu'on est principalement cantonné chez soi. Bah, c'était une surprise, ça. On ne pouvait pas le prévoir. Et comment est-ce qu'on gère cette incertitude? On est passé à travers. Mais ça va, c'est beaucoup plus profond même que ça. Hein. L'incertitude, c'est la vie. Quoi. Hmm. J'avais un workshop hier avec une amie à moi, Kathleen, que vous connaissez bien, euh, sur le clean language. Oui, Donc, c'était le workshop, le titre du workshop était Vivre avec l'idée de la finalité devant soi. waouh. Mais C'est c'est pas puissant, ça. exceptionnel de vivre avec l'idée de la finalité devant soi. Qu'au fond, C'est aujourd'hui, général, c'est générique, est-ce que c'est de dire, c'est une définition de la vie. est-ce que c'est de dire qu'aujourd'hui pourrait être notre dernier jour, finalement, Euh, oui, entre autres, oui. entre Oui, autres? entre autres, oui. OK. Entre autres. La finalité de ta vie, la finalité de n'importe quoi. Hein. Ouais. La Il y a Et finalité des ça, comme finalités. étant le but? C'est Non, le but ou c'est pas, l'objectif ou c'est... non, c'est pas le but, c'est pas l'objectif, c'est ce qui se passe. Ah, ce qui se Ce passe, qu'il oui. faut embrasser. Hmm. C'est ce qu'il faut. Et j'aime le mot en français encore plus qu'en anglais, parce qu'on dit embrace uncertainties, ok, embrace. Mais embrasser, c'est vraiment aimer, hein? On s'embrasse, quoi. Oui. comment ça se fait qu'on va être beaucoup plus ouvert à embrasser cette incertitude dans certaines sphères de notre vie et dans d'autres, pas du tout, selon toi, Francis? Oui, c'est remarquable, hein? Oui. Hmm. Oui, oui, la plupart des gens sont prêts à reconnaître et embrasser les incertitudes dans un contexte euh, euh,
limité et bien décrit. C'est- Je vais te, Vas-y. oui, je vais t'expliquer ce que je veux dire. Hein. Euh, vous êtes des parents de famille, vous deux. Donc, avec les enfants, vous visitez les fun parks comme Disney World et tout ça. Oui, vous l'avez fait. Bientôt. Bientôt, voilà. Donc, Chloé, tu vas Oui, emmener ta un famille jour. un jour à Disney World. Et alors, vous autres, vous allez monter dans le roller coaster. Oui. Mhm, Dans les montagnes russes, oui. mhm, mhm. C'est quoi en français? On dit des montagnes russes. Des montagnes russes, voilà. Non, Mhm. Ouais, voilà. ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Aucune idée que c'est ça. Le bon français, Oui. En tout cas, vous savez ce que je veux dire. bien sûr. Et alors, mais là, pourquoi est-ce que si attractif pour les enfants, pour le faire, pour entrer dans les montagnes russes? Parce qu'ils ne savent pas ce qui va s'arriver. Il y a une certaine incertitude. Euh, euh, et le plus l'incertitude, le plus le cœur bat. L'adrénaline. Est-ce qu'on va survivre tout ça? Is this the last time? And again, yeah. Et fun, 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 fun. Mais c'est dans un cadre, c'est dans un contexte où on sait que à la fin, on va arriver et Mhm, en sécurité. mhm. C'est vraiment intéressant ce que tu amènes là, parce qu'effectivement, quand on va dans ces montagnes russes, en général, on est bien accroché. Le pire qui puisse arriver, c'est que le GSM qui fait le selfie pendant le truc tombe par terre. Hein? Ou... mais c'est vrai que ce côté-là a un côté rassurant et ça n'empêche pas d'avoir cette adrénaline, ce stress de cette incertitude. Oh là là, pendant combien de temps est-ce que je vais encore tourner? Est-ce que je vais réussir? Oui. Nous aimons jouer avec les incertitudes dans les restrictions bien décrites comme ça. Oui. Mais une fois que ce contexte de sécurité n'existe plus, il n'y a plus personne qui aime les Comment les gens incertitudes. se sentent? Les gens se sentent déstabilisés. Ils sentent qu'ils n'ont plus de Déstabilisé, c'est cadre de dangereux. référence. Oui, Et en exactement. fait, je trouve ça super intéressant ce que tu amènes là, Francis, euh, parce que je suis en train de faire des parallèles avec le monde du travail où on parle de projet, où on parle de cadre et tout ça. Et j'ai l'impression effectivement que quand on travaille, que ce soit, c'est pas nécessairement dans l'informatique, mais que ce soit n'importe quel projet de grande envergure où on ne sait pas ce qui va se passer, ben, on a presque envie de créer, alors je vais dire, cette illusion de cadre de certitude. Je sais pas Ah oui. parce que Qu'est-ce que tu quelque veux dire par part, illusion? eh bien, on va définir un plan, mais là où dans les montagnes russes, on sent la sécurité, on sent qu'on est accroché, on sent qu'on est en sécurité, le fait d'avoir décrit un plan sur papier ne garantit pas que je suis en sécurité. Et c'est en ça que je trouve que c'est une illusion de sécurité, en fait. Oui. Mais cette même illusion de sécurité est offerte par les cadres que nous connaissons, comme le SCUM, en fait. Ouais. Le SCUM, c'est un cadre de sécurité limité dans lequel les incertitudes sont toujours là, mais c'est un cadre euh, nécessaire pour qu'on puisse se lancer dedans. Si ce cadre n'était pas là du tout, on dirait, bon, vous, il ne Oui. se passerait plus rien. Quoi. Ouais. C'est intéressant ce que vous amenez m'amène à vous parler d'une expérience, l'accompagnement d'un groupe qui a décidé de se fonder il y a 10 ans selon l'horizontalité. Donc, la culture organisationnelle était déterminée par l'horizontalité. Voilà. Donc, une équipe auto-organisée, c'était
un organisme à but non lucratif qui s'est mis en place dans le domaine de la culture et qui, à force des années, donc qui a vécu une croissance, les projets ont bien fonctionné, mais au niveau de la structure et de l'organisation, ils commençaient à vivre des frustrations. Ils se sont lancés dans cette idée, et ce que j'en ai perçu, c'est qu'ils ont à un moment donné frappé un mur ou traîné des freins parce que la perception que j'en avais, c'est qu'ils manquaient d'un certain cadre. Il manquait d'un certain cadre de référence pour essayer de... Parce que là, tout était diffus, les responsabilités diffuses. On ne savait plus trop comment prendre une décision. On savait qu'il fallait le consensus. Le consensus était toujours utile. On voulait avoir l'harmonie. Alors, quand on commençait à devoir trancher une décision, on percevait ça un peu trop directif. Alors, donc, il y a beaucoup d'incertitudes dans cette situation-là. Donc, on les a accompagnés, on leur a apporté un cadre inspiré de l'agilité. Mais, et c'est là que je me dis, le cadre, il est en soutien. C'est pour ça que je retiens, en fait, quand Francis a dit, on est là au moins pour se plonger. Est-ce qu'il est en soutien longtemps? Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il diminue un peu le jour où le groupe se sent à l'aise de vivre l'incertitude et construire relativement de façon organisée quand même Je me dis, est-ce que ce cadre sera toujours nécessaire ou est-ce que quand on parle de chaos, par exemple, parlons de la notion de chaos, est-ce que la chaos amène à se détacher du cadre et à laisser le groupe s'auto-organiser et à vivre l'incertitude sans avoir constamment besoin d'un cadre? Ou est-ce qu'il y a toujours un cadre? Excusez, c'était long ma question, mais... À toi, Francis. Tu as 2 minutes. Non. Pardon. C'est dur à exprimer. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, Chloé. Parce que oui, en fait, dans mon expérience, il y a toujours la nécessité d'un certain cadre, même si le cadre lui-même est flou. Et quand le cadre devient trop flou, il va falloir un autre cadre autour du cadre. Ouais. Laisse-moi t'expliquer un peu ce que j'ai en tête. Oui. Dans la formation, c'est mon occupation. Donc, c'est ce que je fais. Oui. C'est ta vie. Oui, c'est ma vie. Oui. Dans la formation, dans l'éducation, oui, il faut des petites structures qui permettent pour les étudiants de s'envoler. On ne peut pas sortir d'un cadre si le cadre n'est pas là. Si le but est qu'on sort du cadre, il faut un cadre. J'aime beaucoup. Un des cadres possibles que j'ai découvert et que j'utilise beaucoup dans les formations que j'organise ou que je facilite, c'est le Free Associative Play. Un autre mot, c'est une autre manière de le dire, c'est socio-dramatic. Free socio-dramatic play. Donc voilà, on offre un espace, même en distanciel, oui. On offre un espace et on laisse les étudiants interagir, avoir des interactions, des conversations. Il y a des jeux qui viennent, il y a des jeux qui vont. C'est complètement libre. Free play. Comme pendant la récré à l'école. Free play. Mais comme dans la récré à l'école, il y a un cours de récréation. Il y a un cadre. Oui. Il y a un cadre. C'est dans ce cours que le free play se déroule.
Oui. Il y a une limitation du temps. Il y a Oui. 15 minutes. Tout à fait. Et pendant 15 les minutes. 15 minutes, le free play se déroule. Et Et dans la Et- formation, c'est la même chose. Mais il y a un spécialiste de l'éducation, un psychologue aussi, je crois qu'il était suisse, Jean Piaget. Oui, tu en as. Oui. Voilà, Quelqu'un qui est Jean très Piaget. important pour ça. Jean Piaget a bien décrit ce phénomène, que si ce petit cadre-là, on peut laisser les étudiants complètement libres et on peut les laisser expérimenter avec des expériences complètement libres et des conversations complètement libres. Et après la session du jeu libre, ils auront appris beaucoup. j'aime beaucoup cette métaphore et surtout que dans l'image de la cour de récré, les enfants jouent entre eux, personne ne leur dit, enfin, il n'y a pas un adulte qui va leur dire maintenant, toi tu vas jouer au football avec telle personne, vous allez jouer à ceci. En revanche, il y a toujours un ou deux professeurs qui sont là pour garder un œil, intervenir si jamais par hasard il y a du sang qui coule, hein, et ou si enfin voilà, quand il y a des choses dangereuses. J'aime bien du coup cette métaphore du free play dans l'idée de. Et donc, comment est-ce que tu lis ça à l'éducation alors ou Ben, l'apprentissage? avant que je te dise, ça va même plus loin parce que les deux professeurs qui sont là, leur rôle est de faciliter le jeu libre. Hmm. Littéralement faciliter. C'est-à-dire, ils le font facile. Ok, ils le rendent facile. Ils le rendent facile. Voilà. Ouais. Littéralement, ils facilitent le jeu. Oui. Et ce qui se passe pendant la récré, pendant les 15 minutes de récré de la matinée, les 15 minutes de récré dans l'après-midi, ce qui se passe là est essentiel dans l'éducation de nos enfants parce que c'est pendant euh, euh, cet épisode de 15 minutes oui. qu'ils apprennent euh, des relations sociales, d'interagir d'une manière humaine, le respect, Le le partage. courage, how to handle disappointments, Ouais. La gestion des conflits. Ouais. tous leurs skills sociaux Sont sont construits. appris là. Waouh. Et c'est vachement intéressant aussi ce que tu dis là, Francis. En fait, ce qui m'est venu à l'esprit quand tu as parlé de ça, de cette importance de ce moment de jeu libre, je fais un parallèle avec comme, à quoi ressemblait le monde du travail il y a 1 an et demi, avec des réunions et des moments autour de la machine à café. Et puis, paf, tout le monde s'est retrouvé à la maison. Et beaucoup de mes collègues se sont retrouvés coincés du matin au soir avec des réunions interminables sans même avoir la possibilité de prendre l'ascenseur ou les escaliers pour passer de l'une à l'autre. Et donc, ces côtés moments informels, à moins qu'ils n'aient été placés volontairement par les individus, ont complètement disparu. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, On se crée ouais. des moments informels seul pratiquement, aller dehors, faire le tour de sa chaise, faire une power nap, des choses comme ça, mais ça enlève tout le côté relationnel. J'ai expérimenté avec des solutions pour cela. Ah oui. J'invite simplement les teams de travailler avec, sur leur deuxième écran, un espace Zoom pour tout le monde ouvert. Vous laissez votre caméra, votre microphone, tout est en action, oui, et je travaille. Mais tout le monde
peut voir que je travaille. Et moi, je peux voir tout le monde. Et on est ensemble, mais on travaille individuellement. Mais on est ensemble. Et alors, il y a quelqu'un qui se trouve dans son espèce chez lui et son enfant entre. L'enfant entre dans le bureau de tout le monde, quoi. Et il y a un chat qui se trouve tout d'un coup en dessus d'un ordinateur. Ben, le chat est là pour tout le monde. Oui. Et alors, il y a quelqu'un qui dit, moi, je vais manger. Et les autres disent, ah, je vais manger aussi. Et alors, j'inviterai même, et j'ai fait cela, hein, j'inviterai même les membres du team d'emmener leur ordinateur, leur laptop dans leur cuisine et on reste ensemble, on mange ensemble, comme on le ferait au bureau. Oui, et j'aime beaucoup ça. On travaille, on fait la récré, on a des rencontres sociales et on vit tout ensemble. Ouais. Si on peut faire cela, ce même en distanciel, il n'y a plus question de la fatigue, Zoom et tout ça. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué dans tes ateliers, Francis, c'est que même si on a un atelier d'une journée, je ne me suis pas senti fatigué, lessivé, vidé de cette journée. Peut-être parce que je ne me suis pas senti tout seul derrière un écran, parce que je sais que ce que tu fais aussi, tu rends facile les interactions des gens entre eux. Et alors, je vais peut-être aller un peu trop loin en disant que les formations avec toi, c'est toi qui regardes sous un œil bienveillant les interactions qui se font. Mais en fait, c'est un peu ça que tu fais aussi. Tu amènes le contenu, tu amènes le contexte et puis tu nous laisses interagir entre nous autour du contenu. Oui. On trouvait que tu avais un regard en 3 dimensions. C'est comme ça qu'on t'a nommé tout à l'heure avant que tu arrives. On trouvait que c'est ça. Tu avais une 3e dimension qui fonctionnait tout le temps pendant les formations. Ouais. Ouais. Le côté où chez toi, la structure et le contenu sont tellement liés et organiques que si on enlève l'un, en fait, on détruit tout. Et ça, ce serait presque une opération de charcutier que d'essayer de séparer. Tiens, mais c'est quoi la structure que Francis a amenée? C'est quoi le contenu? En fait, c'est organique, c'est un tout. Oui, c'est un tout. Oui, oui. Et on passe une journée ensemble, c'est ça en fait. Voilà. Comme on le ferait avec des amis aux campagnes. Oui. Déjeuner sur l'herbe et on discute les sujets et on apprend et on lit les livres et on explore et on va se balader, on mange, on passe une journée ensemble. Tiens, Francis, je t'ai vu passer je crois que c'est un pinceau à l'écran, rapidement. Ah, tiens. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce pinceau? Parce que je te vois souvent aussi avec des pinceaux et avec des... Ce sont mes matériaux, oui, de travail. Je suis convaincu, mais vraiment convaincu. Je n'ai même pas besoin des études académiques parce que pour en faire des études académiques, je ne saurais pas comment les faire d'une manière convenable. Mais je suis vraiment convaincu que si on réussit à créer un espace dans lequel on peut vivre, travailler et apprendre ensemble, que cela sera facilité en utilisant tous nos sens et tous nos skills, c'est-à-dire cognitifs et non cognitifs. Donc,
je dessine, je peins, j'utilise du pain acrylique, je laisse créer les étudiants, je leur laisse créer de la poésie, des haïkus, n'importe quoi, n'importe quoi. C'est un atelier de créativité. Et dans l'atelier de créativité, le sujet peut être n'importe quoi. Ça peut être quelque chose de très, très, très sec, comme législation sociale ou n'importe quoi. La semaine prochaine, Charles-Louis et moi, nous allons faire exactement ça, la législation sociale. Mais c'est carrément, c'est brut, quoi. Mais on va passer une journée ensemble et on va peindre et dessiner, et on va explorer et créer, et on va créer une journée inoubliable. Et le but, à la fin, c'est que les étudiants, en ayant passant une journée inoubliable, ils se retrouvent tombés amoureux de la législation sociale. Ça donne envie, en tout cas. C'est cette relation que nous construisons. Oh là là. Je lis ton visage, Chloé. Mais je raisonne tellement parce que depuis maintenant 2 ans, je pense, effectivement, j'ai réussi à ramener plus de créativité. Le fait d'avoir suivi cette formation avec Charles-Louis m'a donné la possibilité de ramener de la créativité dans ce que je fais. Bien avant de suivre cette formation, j'essayais tout mon travail de brainstorm, de remue-ménage, j'essayais de le dessiner avec des bulles, avec toutes sortes. Je voulais sortir des notes que j'ai tant prises pendant des années. Et depuis Big Diablo, et donc j'ai réinjecté et je suis heureuse de pouvoir jumeler effectivement ces aspects de ma vie. Je me sens beaucoup plus alignée avec ce que j'aime faire. C'est pas pour rien qu'il y a d'autres activités que j'aime faire avec des mamans, où j'aime les faire réfléchir lors d'une marche en nature. Et là encore, j'ai allumé quand tu me dis que tu aimes passer des journées avec ces personnes à lire, réfléchir, dessiner, jaser. Tu vois, ce qui est ressorti, ça pourrait faire peur à certaines personnes qui disent qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce qu'on va en ressortir? C'est bien gentil, mais qui c'est qui va prendre des notes? Comment est-ce qu'on va s'en reparler demain? Mais c'est parce qu'on est à un autre niveau de conscience, en fait, avec ce genre d'espace-là. On est dans un niveau de conscience où la prise de notes, elle est quasiment inutile sur papier puisqu'elle est en train de s'inscrire là. Elle est en train de s'inscrire là. Ouais. Et il faut avoir confiance en ça. Et je pense que j'imagine, oh là là, je voudrais tellement en vivre une avec vous deux. J'imagine que vous faites en sorte, tous les deux, puis toi, Francis aussi, je t'ai vu faire avec une formation que j'ai pu suivre il y a pas si longtemps, effectivement, tu rends ça tellement simple qu'au fond, la prise de notes, elle est naturelle chez la personne. Ce qu'on croit devoir faire pour vraiment se souvenir de tout ce qu'on a fait, c'est parce qu'on n'a plus besoin de se casser la tête. Tout se vient naturellement. Oh là là, c'est beau. Merci de nous amener vers ces espaces-là, Francis, et de les porter si simplement, et je ne veux pas minimiser ça, parce que pour moi, c'est la simplicité, elle est dure à avoir. Elle est dure. C'est une simplicité dure, mais et comme tu dis, comme tu viens de dire, Chloé, il y aura toujours ceux à qui tout cela fait peur. Hein? Ouais. Ça fait peur à des gens. Oui. Et cela, il faut les inviter quand même. Il faut les inclure quand même. Il faut trouver des manières de facilitation qui permettent qu'ils se sentent inclus sans qu'ils se sentent obligés de partager. Donc moi, je laisse toujours tout le monde être là.
J'invite. Et je ne cesse pas à inviter. J'invite et je réinvite. Et il faut que le facilitateur voit quel genre de personnalités sont présents dans l'espace. Il y en a qui demanderont un peu de temps, quoi. Mais le but pour le facilitateur, c'est que tout le monde se lance dans le l'aventure. Ouais. Ah oui, oui. Ça c'est le but. Mais ça peut prendre du temps et il faut aussi que nous, dans notre profession, nous aussi, nous devons embrasser les incertitudes. Et du coup, on ne sait pas. Je serais curieux de te dire, enfin, de te demander, Francis, parce que voilà, on a cette conversation à trois et il y a des gens maintenant qui nous regardent sur les réseaux sociaux ou qui nous écoutent. Et puis, peut-être qu'ils se disent, mais OK, mais comment est-ce que je démarre ça? Parce que, oui, je suis peut-être, je donne des formations ou bien je suis peut-être un facilitateur, Scrum Master, Agile Coach ou autre. Et j'aurais envie de faire vivre ça aux personnes autour de moi. Mais comment est-ce qu'on commence? Bonne question. On commence d'une manière agile, quoi, dans des petites itérations, small iterations, avec beaucoup de réflexion. Moi, j'aime tout ça. L'agilité, pour moi, c'est ça. Les petites. Les boucles. Oui. Voilà, les petites boucles. Oui. C'est la seule manière. Et on en revient au cadre alors où, Oui, oui. Pour commencer, prenez un simple segment de 10 minutes et essaye de le faire différemment, ce 10 minutes, de les porter, de porter, to hold the space. Oui, en fait, porter l'espace. Porter l'espace d'une manière différente. Oui. Porter l'espace d'une manière explorative plutôt que d'une manière descendante. d'instruction. Oui. Et j'aime le mot porter dans ce cas, parce que j'aurais eu tendance à te dire prendre l'espace. Non, on veut que tu, justement, non, tu ne prends pas pour prendre toute la place. Tu portes pour aider les personnes chez nous. Tu le portes pour que eux, ça les facilite dans leur conversation. Oui. C'est beau. Comme ça, c'est une structure et l'espace est dedans. Donc, je porte l'espace. En te présentant les limitations ou la petite structure dont on a parlé tout à l'heure, il y a toujours des limitations qui décrivent quoi, l'activité libre qui se déroule dans l'espace. Mais l'espace est dedans. Mais je touche pas. Moi, je touche pas l'espace. L'espace est dedans. Je porte la structure, c'est tout. I'm holding the space for you. Et alors, les étudiants dans l'espace. C'est là. Et l'idée du bol que tu tiens aussi, enfin, je veux dire, tu en parles dans le livre que tu as écrit récemment aussi, un Resourceful Exformation. C'est cette idée d'exformation, c'est-à-dire, il ne peut pas y avoir d'apprentissage s'il n'y a pas de vide. Et donc, il s'agit du coup de créer cet espace ou de... Oui. On ne peut pas sortir du cadre s'il n'y a pas de cadre. Oui. Et le mot dans le livre, c'est un mot inventé, l'exformation. J'aime bien le mot. J'ai aimé le mot de la première fois que je l'ai vu. Parce que c'est l'autre côté de l'information, donc c'est de l'exformation. Et aussi, en français, ça passe bien en français, la formation. Et ça, c'est l'ex-formation. Et plus la formation, quoi. Le temps file,
messieurs. Je Oui, vous invite à atterrir doucement quand même vers la fin de notre conversation. Oh là là, je considérerais des heures en fait. J'ai l'impression de vivre moi-même une formation dans cette conversation. Beaucoup de choses sont passées rien que dans mes projets personnels, dans mes envies ça a mûri en tout cas grâce à ces quelques minutes ensemble. Merci Francis d'avoir pris ce temps. La douceur et la curiosité sont toujours là pour moi et je crois qu'elles seront toujours là devant toi. Merci, Chloé. Merci de m'avoir invité. Merci pour le temps donné, quoi. Merci, Charles-Louis. merci Francis pour ta générosité et pour continuer à inspirer autour de toi. Et voilà. Donc, vous pourrez trouver Francis aussi dans les liens ci-dessous. Il y a son profil LinkedIn et puis il est aussi, voilà, vous le trouverez assez actif en fait dans plein de pans et il organise des ateliers sur tout et n'importe quoi. Donc, vous trouverez ça aussi sur son site Beyond Borders, le bien nommé au-delà des frontières. Je pense que ça résume aussi la conversation qu'on a eue. Donc, merci beaucoup à tous. Au Merci revoir. beaucoup.